Jeudi 14 mai 2026, vous êtes actuellement à l'heure du journal. Merci de nous avoir choisis. Bonsoir à tous. À la une de l'actualité de ce soir, la perquisition chez Viva et la fermeture de l'amphithéâtre Arena Ivangi montrent une forme d'abus de pouvoir. Ces actes nuisent à la liberté et aux droits fondamentaux, mais aussi à la soi-disant refondation, selon les citoyens que nous avons interrogés aujourd'hui. Écoutons-les. Beaucoup de citoyens que nous avions interrogés aujourd'hui affirment que la perquisition menée dans les locaux de Viva semble traduire un abus de pouvoir et ne reflète pas l'esprit de refondation que veulent véhiculer les dirigeants actuels. Ce jeune homme déplore ces actes car c'est injuste. Nous sommes dans une transition de refondation et cela devrait se traduire par une liberté et non de la répression. Tout le monde doit être libre de parler, c'est cela la démocratie. Mais la perquisition menée chez Viva nous étonne beaucoup, d'autant plus que les dirigeants parlent de renouveau. Pour nous, c'est de l'abus, souligne-t-il. Cette mère de famille, quant à elle, se dit aussi étonnée de tels actes, car pour elle, tout devrait changer, y compris le droit à l'information, et pour cela, les dirigeants devraient apporter des explications. Cette jeune femme aussi s'allie aux précédentes déclarations selon lesquelles nous sommes en période de refondation, donc tout devrait suivre cette voie. Pour elle, la perquisition menée chez Viva cache des dessous politiques alors qu'il s'agit de médias. Cette autre mère de famille souligne l'importance de la démocratie et affirme que les dirigeants actuels parlent de démocratie et ne devraient pas faire ce qu'ils veulent dans le pays. Des réunions présumées suspectes seraient à l'origine de la perquisition menée pendant 2 jours à l'Arena Ivangi, selon les déclarations de la procureure. À l'issue de cette opération, les autorités ont décidé de sceller l'amphithéâtre qui sert également de lieu de production de Viva. Les détails dans ce reportage. C'est mardi dernier que les forces de l'ordre se sont rendues au siège de Viva à l'Arena Ivangi, munis d'un mandat de perquisition. Dans un premier temps, la présence de Home Church, une église utilisant l'amphithéâtre Arena chaque dimanche, aurait motivé cette intervention. Après les investigations, les forces de l'ordre ont quitté les lieux sans avoir découvert d'éléments particuliers. Malgré cela, la décision de fermer l'amphithéâtre Arena a tout de même été prise. Sans attendre davantage, dès le lendemain, mercredi 13 mai, les forces de l'ordre sont revenues avec une nouvelle autorisation. Cette fois-ci, c'est l'ensemble du site Arena Ivangi qui a fait l'objet d'une fouille. Là encore, aucune découverte particulière n'a été signalée. Cette affaire a suscité de nombreux débats et réactions au sein de l'opinion publique ainsi que sur les réseaux sociaux. Nombreux sont ceux qui ont exprimé leur avis et soulevé des interrogations quant aux raisons réelles et aux motivations de cette décision. La procureure près du tribunal de première instance d'Anous a ensuite apporté des éclaircissements sur cette affaire. Misy ny ango-baovao izay voaray fa misy réunion izay fivoriana izay atao ao amin'io amphithéâtre eny amin'ny Arena Ivangi io fivoriana izay ahihina fa misy fikonokononana fandikan-dalàna ka izay no antony ny rosoana tamin'ny fanadihadiana sy ny rosoana tamin'ny perquisition ary ny fanakatonana ilay amphithéâtre. Malgré cette communication officielle, plusieurs questions demeurent encore parmi les citoyens et les observateurs. La suite de cette affaire est donc attendue. En attendant, toutes les activités commerciales liées à l'utilisation de l'amphithéâtre Arena à Arena Ivangi restent suspendues. Toujours autour de ce sujet du scellage de l'amphithéâtre de Viva Arena Ivangi à Madagascar, la liberté de réunion et la liberté religieuse sont des droits fondamentaux garantis par la loi. Ces libertés sont également garanties par les textes internationaux ratifiés par Madagascar. Découvrons dans ce reportage ce que prévoient ces lois. Selon la Constitution malgache, dans son article 10, les libertés d'opinion et d'expression, de communication, de presse, d'association, de réunion, de circulation, de conscience et de religion sont garanties à tous. Il est donc clair que la liberté de se réunir pacifiquement et de manifester sa foi religieuse figure parmi les droits fondamentaux garantis par la Constitution. Cela signifie qu'un citoyen peut organiser un culte, participer à une réunion ou se rassembler avec d'autres. Cela est d'autant plus vrai lorsqu'il s'agit d'un lieu privé. Outre la Constitution,
La Charte africaine des droits de l'homme et des peuples protège également la liberté de réunion et la liberté de manifester sa foi religieuse. Les articles 8 et 11 de ce texte précisent que la liberté de conscience et de religion est protégée, de même que la liberté de professer et de pratiquer librement sa religion. Il indique aussi que toute personne a le droit de se réunir librement avec d'autres. Il en va de même pour le pacte international relatif aux droits civils et politiques, déjà signé par Madagascar, qui réaffirme la liberté de réunion et de culte. Ce ne sont là que quelques exemples, car de nombreux autres textes protègent encore les citoyens en matière de liberté de réunion et de religion. Il s'agit d'un droit fondamental considéré comme l'un des piliers de la vie en société. Dans l'actualité de ce jour également, aujourd'hui a eu lieu la célébration de l'ascension de Jésus-Christ au ciel pour tous les fidèles chrétiens. Selon la foi catholique, l'ascension est une fête religieuse qu'on doit sanctifier. Notre journaliste Yves Janel a assisté à la messe à l'écart Saint-Michel d'Itos et en rend compte. Ce jeudi matin ne ressemble pas aux autres. L'Ascension revêt une grande importance pour les fidèles chrétiens du monde entier. C'est un jour qui rappelle le moment où Jésus-Christ a quitté la terre pour monter au ciel, 40 jours après Pâques. Cette montée possède, selon la foi, une signification religieuse profonde fondée sur la prise de responsabilité et le salut des êtres humains. Outre le mystère de Pâques, l'Ascension se prolonge également dans la mission et le cheminement de la Pentecôte. Une fête qui sera célébrée dans 10 jours. À l'écart Saint-Michel Itos, 81 fidèles ont reçu le sacrement du baptême. Par ailleurs, 35 nouveaux fidèles ont reçu le sacrement de l'Eucharistie, dont 9 dans le cadre d'une intégration. Poursuivons dans la page sociale, les habitants d'Ankasna Anjefana dans le premier arrondissement n'en peuvent plus du mauvais état des ruelles du quartier. Chaque jour, des chutes y font des blessés et certaines ont même déjà coûté la vie à des riverains. La situation présente également un danger permanent pour les enfants, les femmes enceintes et les personnes âgées qui empruntent cette voie. Reportage signé Anienne Martina et Yves Janel. À près de 80 ans, cette mère de famille est encore obligée de redoubler de prudence chaque jour pour parcourir cette route qui mène à son domicile, une voie longue d'environ 700 mètres. Mais le cas de cette grand-mère est loin d'un trinquet isolé. Chaque jour, des dizaines de personnes chutent sur cette route d'Ankasna-Anjefan dans le premier arrondissement et doivent parfois être secourus. Ici, presque tous les habitants gardent des traces des blessures causées par le mauvais état de cette route. Comme ce jeune homme qui, après 23 ans passés dans le quartier, est habitué aux chutes, sans pour autant rester insensible à la souffrance de ses voisins. Sous le précédent régime, des travaux d'aménagement avaient déjà été réalisés dans certaines ruelles d'Ankasn et cette voie figurait parmi celles qui devaient encore être réhabilitées. Mais avec la crise politique traversée par le pays, l'espoir des habitants d'Ankasn-Anjefan s'est une fois de plus envolé. Aujourd'hui encore, ils attendent la réhabilitation de cette ruelle. Toujours dans cette page sociale, mais parlons santé. À Madagascar, la prise en charge des soins en cas d'obstruction des vaisseaux sanguins n'est pas encore totalement assurée, surtout pour les cas nécessitant une intervention chirurgicale. Le manque de matériel constitue un problème pour le pays, même si les médecins spécialistes dans ce domaine sont nombreux. Souvent, les patients devant subir une opération urgente se rendent à l'île Maurice. C'est un reportage de Anienne Martina. Yanji Rassandifer a longtemps supporté les douleurs provoquées par l'obstruction des vaisseaux sanguins menant au cœur. Il a consulté de nombreux médecins, mais après avoir vu un spécialiste du cœur, il a finalement dû être envoyé à l'étranger pour subir une intervention chirurgicale. À ce jour, Madagascar rencontre encore des difficultés matérielles pour les opérations liées au rétrécissement des vaisseaux sanguins du cœur, selon les explications d'un médecin, alors même que de nombreux spécialistes malagasy maîtrisent ce domaine. Les interventions visant à débloquer les vaisseaux menant au cœur se présentent également sous plusieurs formes. L'île Maurice est souvent la destination choisie par les Malagasy pour subir une opération liée à cette maladie. D'après les informations recueillies, le coût commence autour de 6 000 € et peut aller jusqu'à 10 000 €.
Parlons toujours santé, mais à l'international, notamment de l'hantavirus. Les milliers de passagers des bateaux de croisière vivent en promiscuité, un milieu propice à la circulation des virus. Le cas du MV Hondius n'est pas isolé. Ces dernières années, des épidémies ont régulièrement éclaté. Dans ce cadre, c'est un reportage de France 24. On les qualifie souvent de villes flottantes, avec leur cinéma, leurs restaurants et surtout leurs milliers de passagers qui se croisent pendant des semaines, parfois des mois. Alors, dès qu'un virus s'immisce sur un bateau de croisière, il se diffuse à vitesse grand V, notamment à cause de la promiscuité. Ils vivent ensemble, ils mangent ensemble. Le fait que c'est une population qui est captive, c'est toujours les mêmes personnes qu'on retrouve pendant plusieurs semaines au cours d'une longue croisière. C'est également la restauration, la façon dont les plats sont servis, les plats sont nettoyés. L'hygiène alimentaire est très importante. L'an dernier, 23 épidémies ont été recensées sur des navires, un record depuis 30 ans. Il y a 5 jours à peine, une centaine de passagers et plusieurs membres d'équipage du Caribbean Princess sont pris de vomissements lors d'une croisière dans les Caraïbes. Certains malades sont débarqués et le bateau complètement désinfecté. Autre exemple, en 2020, en plein Covid-19, panique sur le Diamond Princess. Le navire compte plus de 3700 passagers. Parmi eux, plus de 700 tombent malades malgré un confinement en cabine. 14 personnes perdront la vie. Comment déterminer si les passagers doivent être débarqués ou gardés à bord? C'est une gestion au cas par cas. Avant de dire on peut lâcher les gens, il faut qu'on vérifie que effectivement c'est pas un pathogène qui est à risque pour le pays où accoste le navire en fait. Donc c'est tant qu'on n'est pas sûr, on va garder dans le navire le temps de faire les investigations. Depuis la crise Covid, les mesures sanitaires ont été renforcées. Les systèmes de filtration d'air, par exemple, sont plus efficaces. Poursuivant dans la page internationale, Donald Trump a été reçu aujourd'hui à Pékin par Xi Jinping pour des discussions lors desquelles le président américain entend obtenir des succès économiques auprès de son homologue chinois, préserver la fragile trêve commerciale sino-américaine et naviguer des questions épineuses, guerre en Iran, Taïwan. France 24. Les deux chefs d'État au Temple du Ciel, un lieu emblématique de Pékin, inscrit sur la liste du patrimoine mondial de l'humanité. C'est merveilleux, c'est un endroit incroyable, la Chine est magnifique. Une bonne humeur affichée après un peu plus de 2 heures de discussion. Les premières entre un président chinois et américain en Chine depuis 2017. Et la dernière fois, Donald Trump occupait déjà le poste. C'est un honneur d'être avec vous, c'est un honneur d'être votre ami et les relations entre la Chine et les États-Unis seront plus fortes que jamais. J'ai toujours été convaincu que les intérêts communs entre la Chine et les États-Unis l'emportent sur nos divergences, qu'une relation sino-américaine stable est un atout pour le monde. La coopération profite aux deux parties, tandis que la confrontation leur nuit. Nous devons être partenaires et non rivaux. Mais le ton se fait rapidement moins léger. Au sujet de Taïwan, le président chinois prévient d'entrer son homologue américain d'un risque de conflit entre leurs deux pays si la question autour de l'île est mal gérée. Taïwan a répondu à distance en déclarant que les États-Unis ont réaffirmé leur soutien clair et ferme à l'île. L'Iran est également au cœur des préoccupations. La Chine est le premier acheteur de pétrole iranien. L'administration américaine voudrait faire pression sur Pékin pour qu'elle réduise son soutien à Téhéran. Mais cette visite a aussi une très forte connotation économique. Le commerce, l'intelligence artificielle et les terres rares sont également au programme. Donald Trump est venu accompagné de 17 chefs d'entreprise, notamment Elon Musk, et Jensen Huang, patron d'NVIDIA, géant américain des puces électroniques. Devant ces patrons, Xi Jinping a promis que la porte de la Chine continuera de s'ouvrir toujours plus grand au monde. Kiev sous le feu russe, le bilan de l'attaque massive russe sur Kiev s'est alourdi à 5 morts et une quarantaine de blessés, a annoncé aujourd'hui le président ukrainien Volodymyr Zelensky. Selon les autorités locales, l'armée russe a fait usage de drones et de missiles balistiques. Les détails avec France 24.
En pleine nuit, la défense aérienne ukrainienne abat plusieurs missiles russes au-dessus de Kiev. Mais malgré leurs efforts, plusieurs atteignent leur cible. Selon Volodymyr Zelensky, 670 drones et 56 missiles au total ont été tirés par Moscou. Au petit matin, au moins 6 quartiers résidentiels de la capitale ont été touchés. L'onde de choc m'a projeté au loin. Le missile venait de là. Il a peut-être été intercepté. Il était en feu. Puis il a atterri juste là. J'ai reçu des éclats de verre. Quelques jours après avoir déclaré que le conflit touchait à sa fin, Vladimir Poutine intensifie pourtant ses bombardements sur toute l'Ukraine. Mercredi, 800 drones russes ont été lancés en 24 heures selon Volodymyr Zelensky, alors que sur le terrain, la Russie stagne et a du mal à mobiliser ses troupes. Kiev et Moscou s'accusent également mutuellement d'avoir violé le cessez-le-feu de 3 jours annoncé par Donald Trump la semaine dernière. Le Kremlin écarte toujours l'idée de véritables pourparlers de paix tant que l'armée ukrainienne n'aura pas quitté le Donbass. Pour qu'une trêve puisse s'installer et qu'un couloir s'ouvre vers de véritables pourparlers de paix, le président Zelensky doit donner l'ordre aux forces ukrainiennes de cesser le feu et de quitter le territoire du Donbass. Les négociations de paix sous l'égide des États-Unis sont au point mort depuis fin février. Volodymyr Zelensky accuse la Russie de profiter du voyage de Donald Trump en Chine pour frapper plus durement l'Ukraine. Il a d'ailleurs appelé le président américain à évoquer la fin du conflit ukrainien lors de sa rencontre avec Xi Jinping. Dans les actualités sportives de ce soir, Ricardo Elarian a remporté 3 médailles d'or dans la catégorie des moins de 60 kilos lors du championnat d'Afrique d'haltérophilie. Il a accompli avec succès la mission qui lui était confiée à Ismaïlia en Égypte. Les athlètes malgaches brillent en haltérophilie et jusqu'à présent, Madagascar a décroché 11 médailles au cours de cette compétition internationale. Le point avec Anna Martina. L'hymne national malagasy a de nouveau retenti hier à Ismaïlia, en Égypte, lors du championnat d'Afrique d'haltérophilie. La mission confiée à Ricardo Elarian Ramiraman à Ismaïlia, en Égypte, s'est déroulée avec succès. Il concourt dans la catégorie senior des moins de 60 kilos. À l'arraché, Ricardo a soulevé 110 kilos. Il a également réussi 140 kilos à l'épaule jetée, pour un total olympique de 250. Ricardo a ainsi remporté 3 médailles d'or, ce qui le place à la première place en Afrique. Afchinien le suit avec une médaille d'argent. And now we have gold medal and first place at the champ for this category in African Senior Championship. Jan Hilarion from Madagascar, first place at the gold medal. Les athlètes malagasy brillent pleinement à Ismaïlia, en Égypte. En 2 jours de compétition, les Malagasy totalisent déjà 11 médailles. 3 médailles d'or, 4 médailles d'argent et 4 médailles de bronze. Dans la page football, la star malgache du football, Nicolas Randjemanamsou, brille actuellement de mille feux au sein de l'équipe d'Al-Meric SC en première division au Rwanda. Dans ce reportage de Jean-Claude Adjiamalal, nous revenons sur le parcours de Nicolas Randjemanamsou dans l'histoire du football malagasy. Rizanian Nicolas Randjemanamsou, connu sous le nom de Nicolas Bariachan, est né le 9 septembre 1994. Il évolue au poste de défenseur au sein de l'équipe nationale malgache de football. Dès l'âge de 14 ans, les techniciens de sa discipline remarquent déjà son talent lors des tournois de quartier auxquels il participe au CFSL de Befalal. En 2016, ce joueur rejoint le Foussa Junior. Avec son équipe, il remporte à 2 reprises la Coupe de Madagascar et Nicolas est également distingué comme meilleur joueur durant cette période. Il figure aussi parmi les joueurs sélectionnés pour renforcer la Baria Academy en 2017. Dans l'histoire du football malagasy, c'est en 2019 que Nicolas est appelé à intégrer l'équipe nationale des moins de 20 ans pour disputer la COSAFA Cup. Il rejoint également l'équipe nationale Baria A lors des Jeux des îles en 2023. Après le Tchad, le championnat d'Afrique des Nations 2025 au Kenya, Nicolas est de nouveau convoqué en 2024 par le sélectionneur Oro
De son vrai nom, Rakotonjabe Romuald, et il est considéré comme l'un des piliers de Barea. Nicolas est un joueur complet, capable d'évoluer comme latéral droit, de dépanner en défense centrale, de soutenir l'attaque et de marquer. Les résultats de Barea au Chan 2025 ont été satisfaisants, avec Nicolas parmi les joueurs ayant permis à l'équipe d'atteindre la finale. Le Maroc a battu Barea sur le score de 3-2 lors de cette finale du Chan, ce qui a valu à Barea le titre de vice-champion d'Afrique. À la suite de ces compétitions internationales, de nombreux clubs solides en Afrique et en Europe ont supervisé les joueurs les plus en vue. Parmi les joueurs malagasy appelés par Aymeric SC au Rwanda figurent Nicolas et Fenoas Nagil Razafmaor. Ils se sont nettement illustrés dans le championnat national rwandais. Selon les informations, le contrat de Nicolas avec ce club court jusqu'au 30 juin 2028. Aujourd'hui encore, Nicolas fait partie des joueurs convoqués par le sélectionneur Martins pour intégrer les Barea A. Et c'est ce qui met fin à notre édition pour ce soir. Nous vous remercions de votre fidélité. Restez avec nous pour la suite des programmes. Je vous dis à demain. Au revoir.